Anna reposa sa fourchette au bord de l'assiette, très lentement, comme si ce geste minuscule pouvait retenir le monde en place, encore quelques secondes. Autour de la table familiale, personne ne la regardait. Sa mère servait le rôti avec cette assurance tranquille des dimanches ordinaires, son père découpait le pain en silence. Et Léa, assise en face, souriait de ce sourire large et confiant qu'elle avait toujours eu, même petite, même quand elle ne comprenait pas de quoi on parlait. C'était un dimanche de mars, dans la maison de Bouffay où Anna avait grandi. Une maison étroite sur 3 niveaux, avec un escalier en bois qui craquait à la 3e marche, et une cuisine trop petite pour 4 adultes. Chaque dimanche depuis 20 ans, Anna revenait s'asseoir à cette même place, la 3e chaise à gauche, celle qui coinçait contre le radiateur. « On a quelque chose à vous annoncer », dit Françoise en posant le plat au centre de la table. Anna leva les yeux. Sa mère avait cette expression qu'elle prenait quand elle voulait paraître naturelle, alors que tout était déjà décidé. Le menton légèrement relevé, les mains jointes devant elle, le regard dirigé vers Léa, plutôt que vers Anna. « Votre père et moi, on a beaucoup réfléchi. On n'est plus tout jeune. La maison demande de l'entretien. Et l'entreprise a besoin de quelqu'un qui s'en occupe vraiment. Alors on a pris une décision. » Gérard ne leva pas la tête. Il continuait à tartiner son pain avec une application excessive, comme s'il n'avait jamais rien fait d'aussi important de sa vie. « On va tout transmettre à Léa, » poursuivit Françoise. « La maison, l'entreprise, les économies qu'on a mises de côté. C'est elle qui reprendra tout. » Anna ne bougea pas. Elle sentit d'abord une sorte de froid, un engourdissement qui partait de la poitrine et descendait jusqu'aux mains. Elle regarda Léa, qui hochait la tête avec un air modeste parfaitement étudié, les paumes ouvertes sur la table, comme pour dire qu'elle n'avait rien demandé. « Léa a des idées formidables pour moderniser la boîte », ajouta Françoise. « Elle veut refaire le site internet, revoir les contrats fournisseurs, embaucher un assistant. Elle a une vraie vision. » Anna faillit rire. L'entreprise de rénovation que son père avait bâtie pendant 30 ans, avec 3 employés fidèles et des clients qui revenaient par habitude, n'avait pas besoin d'une vision. Elle avait besoin de rigueur et de quelqu'un qui savait lire un bilan. Exactement ce qu'Anna faisait depuis 12 ans en tant que contrôleuse de gestion chez Bréjon Agroalimentaire, sur l'île de Nantes. « Et moi ?» demanda Anna d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Françoise eut un geste vague de la main, comme si la question était incongrue. « Toi, tu n'en as pas besoin. Tu as ton travail, ton appartement. Tu t'en sors très bien toute seule. Tu l'as toujours fait. » Puis elle ajouta, avec cette inflexion douce et définitive qui ne laissait aucune place à la discussion. « Ta sœur est 100 fois meilleure que toi pour gérer tout ça, Anna. Il faut savoir reconnaître les qualités de chacun. » Le silence dura 4 secondes. Anna les compta, parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Elle regarda son père. Gérard avait cessé de tartiner son pain. Il fixait un point quelque part entre la salière et le bord de la table, les mâchoires serrées, et pendant un instant, un seul, Anna crut qu'il allait dire quelque chose, qu'il allait lever les yeux, poser sa main sur la sienne, murmurer que ce n'était pas si simple. Mais il ne dit rien. Il reprit son couteau et recommença à étaler du beurre sur une tranche qui en était déjà couverte. Léa se pencha vers Anna avec un sourire. « T'inquiète pas, grande sœur. Cette fois, ça sera différent. J'ai plein de projets. Cette fois. » Anna nota l'expression sans comprendre pourquoi elle lui restait en travers de la gorge. Léa n'avait jamais géré quoi que ce soit. Il n'y avait pas eu de première fois. Elle plia sa serviette, la posa à côté de son assiette à peine entamée, et se leva. « Je vais y aller. J'ai du travail demain. » Personne ne la retint. Françoise servait déjà une 2e tranche de rôti à Léa. Anna enfila son manteau dans l'entrée et ouvrit la porte sans se retourner. L'air de mars était froid et humide, chargé de cette odeur de Loire qui remontait certains soirs jusqu'aux rues pavées du quartier. Elle marcha jusqu'à sa voiture, s'installa derrière le volant et resta là, immobile, les mains posées sur ses cuisses. Elle ne pleura pas. Pas encore. Anna ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le noir de son appartement des hauts pavés, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la rue qui montèrent par la fenêtre entr'ouverte. Un vélo sur les pavés, une conversation lointaine, le claquement d'une porte cochère, des sons ordinaires qui appartenaient à un monde où rien n'avait changé, alors que dans le sien, tout venait de basculer. Elle repassa la scène en boucle.
Le plat de rôti posé au centre de la table, la voix tranquille de sa mère, le sourire de Léa, le silence de son père, et cette phrase, surtout, qui revenait comme une gifle à chaque fois qu'elle fermait les yeux. 100 fois meilleure. Sa propre mère avait pesé ses 2 filles sur une balance et l'avait trouvée 100 fois plus légère, devant tout le monde, un dimanche midi, entre le rôti et le dessert. Le lendemain matin, Anna se leva à 6 heures comme d'habitude, prit sa douche, enfila son tailleur gris, prépara son café dans la petite cuisine et partit travailler. Elle fit tout cela avec une précision mécanique, parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire quand le sol se dérobait, continuer à avancer comme si de rien n'était. Au bureau, elle ouvrit ses dossiers, vérifia les écarts budgétaires du mois, répondit à 3 courriels du directeur financier et participa à une réunion sur les prévisions du trimestre. Personne ne remarqua quoi que ce soit. Anna était douée pour ça, pour disparaître derrière sa compétence, pour être si fiable qu'on finissait par oublier qu'elle était là. C'est Mathilde qui comprit, évidemment. Mathilde, sa collègue depuis 8 ans, la seule personne au bureau qui savait qu'Anna prenait son café sans sucre non pas par goût, mais parce que sa mère lui avait dit à 15 ans qu'elle devrait faire attention à sa ligne. Mathilde qui avait ce don agaçant de lire les gens comme des bilans comptables, en repérant immédiatement la ligne qui ne collait pas. « Tu as une tête de quelqu'un qui n'a pas pleuré alors qu'il aurait dû », dit-elle en posant 2 cafés sur le bureau d'Anna à la pause de 11 heures. Anna haussa les épaules. « Mes parents donnent tout à Léa. La maison, l'entreprise, les économies, tout. » Mathilde resta silencieuse un moment, la tasse à mi-chemin entre la table et ses lèvres. « Et toi, tu reçois quoi ?»« La certitude que ma sœur est 100 fois meilleure que moi. Ce sont les mots exacts de ma mère. » Mathilde reposa son café avec un bruit sec. « C'est une blague. Ta sœur qui n'a jamais tenu un emploi plus de 8 mois, qui a changé 3 fois de ville en 2 ans, qui t'appelait en catastrophe il y a 6 mois parce qu'elle ne savait pas remplir sa déclaration d'impôt, cette Léa-là, c'est elle qui va gérer une entreprise ?» Anna ne répondit pas. Entendre quelqu'un d'autre formuler à voix haute ce qu'elle pensait tout bas rendait la chose à la fois plus réelle et plus absurde. « Tom, tu vas leur parler ?» demanda Mathilde. « Pour leur dire quoi ? Ils ont déjà décidé. Tu connais ma mère ? Quand elle a pris une décision, c'est comme un mur. Tu peux frapper dessus tant que tu veux, ça ne bouge pas. Alors tu vas juste accepter ?» Anna regarda par la fenêtre du bureau. Le ciel de Nantes était gris, comme presque toujours en mars, un gris uniforme qui ne promettait ni pluie ni soleil, juste cette lumière plate qui donnait aux choses un air provisoire. « Je ne vais rien accepter du tout. Je ne vais rien faire. Léa veut prouver qu'elle est 100 fois meilleure. Qu'elle le prouve. Moi, je suis fatiguée de courir après des gens qui ne veulent pas de moi. » Mathilde la regarda longuement, avec cette expression entre la tendresse et l'exaspération qu'elle réservait au moment où Anna se réfugiait derrière sa fierté pour ne pas montrer qu'elle souffrait. « D'accord, » dit-elle simplement. « Mais si tu as besoin de parler, je suis là. » Même à 3 heures du matin, Anna hocha la tête et retourna à ses tableaux de chiffres. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle fit quelque chose qu'elle ne faisait jamais. Elle s'assit par terre dans le couloir de son appartement, le dos contre la porte d'entrée, son manteau encore sur les épaules, et elle pleura. Pas avec des sanglots spectaculaires, pas avec des cris, mais avec ces larmes silencieuses et continues qui viennent quand on a tenu trop longtemps et que le corps décide seul que c'est terminé. Elle pleura pour le dimanche midi où sa mère avait choisi, devant elle, sans trembler. Elle pleura pour toutes les années où elle avait été celle qui se débrouille, celle qui n'a besoin de rien, celle qu'on oublie de remercier parce qu'elle est toujours là de toute façon. Elle pleura parce qu'à 34 ans, avec un métier respectable et un appartement payé par son propre travail, elle était encore cette petite fille qui attendait que sa mère la regarde. Puis elle se releva, accrocha son manteau, se lava le visage et prépara son dîner. Demain, elle retournerait au bureau, elle ferait son travail, elle serait compétente et invisible, comme toujours. Et elle ne rappellerait pas ses parents. Que Léa prouve qu'elle était 100 fois meilleure. Anna, elle, n'avait plus rien à prouver à personne. 3 semaines passèrent sans qu'Anna appelle ses parents. 3 dimanches sans rôti, sans la chaise qui coince contre le radiateur, sans la voix de sa mère qui distribuait les rôles comme on distribue les cartes, en sachant d'avance qui allait perdre.
Anna remplit ce vide avec du travail, des soirées tranquilles chez elle et 2 dîners avec Mathilde dans un petit restaurant du quartier Bouffay où elles avaient leurs habitudes. Elle ne parlait plus de sa famille. Mathilde n'insistait pas. Le premier message arriva un mardi soir, à 21h. « Anna, c'est maman. Est-ce que tu aurais le numéro de Garnier, le fournisseur de peinture de ton père ? Léa n'arrive pas à le retrouver. Merci ma chérie. » Anna relut le message 3 fois. Ma chérie. Sa mère ne l'avait pas appelée comme ça depuis le dimanche du rôti. Elle rangea son téléphone sans répondre, puis le reprit 5 minutes plus tard et tapa une seule phrase. Léa gère l'entreprise. Elle trouvera. La réponse de Françoise mit 1 heure à venir. D'accord. Bonne soirée. 2 jours plus tard, un 2e message. Cette fois, c'était une question sur les délais de paiement d'un client. Puis un 3e, le vendredi, sur le logiciel de comptabilité que Gérard utilisait depuis 15 ans. Anna ne répondit à aucun. Chaque message était une confirmation silencieuse de ce qu'elle savait déjà, que Léa était en train de se noyer dans une entreprise qu'elle ne comprenait pas. Le samedi suivant, ce fut Léa qui appela. Anna hésita, puis décrocha. « Salut grande sœur », dit Léa d'une voix enjouée qui sonnait faux. « Dis-moi, je voulais te demander un truc. Tu aurais pas des contacts de clients dans le bâtiment ? Papa avait un carnet quelque part mais je le trouve pas, et j'aimerais bien élargir un peu le portefeuille. Le carnet est dans le tiroir du bureau, à gauche, sous les factures de 2022. Ah, j'ai déjà regardé là, il y est pas. Mais bon, c'est pas grave. Si tu pouvais juste me filer 2 ou 3 noms, ce serait plus simple. » Anna ferma les yeux. Léa n'avait pas cherché. Elle voulait qu'Anna fasse le travail à sa place, comme toujours. « Non, Léa, c'est ton entreprise maintenant. Tu te débrouilles. » Le silence dura 3 secondes, puis la voix de Léa changea. Le vernis enjoué tomba d'un coup, comme un masque qu'on jette. « Tu fais ça exprès, c'est ça ? Tu me punis parce que t'es vexée que les parents m'aient choisi ? T'as toujours été comme ça, Anna. Jalouse. Depuis qu'on est ce gamine, tu supportes pas que quelqu'un d'autre reçoive quelque chose. » Anna sentit la chaleur monter dans sa poitrine, cette brûlure familière qui précédait la colère. Mais elle ne cria pas. Elle avait appris depuis longtemps que crier avec Léa ne servait à rien, parce que Léa transformait chaque dispute en spectacle où elle finissait toujours par être la victime. « Je ne suis pas jalouse, Léa. Je suis fatiguée. » « Ce n'est pas la même chose. » « Fatiguée de quoi ? D'avoir un boulot stable, un appart, une petite vie bien rangée ? Excuse-moi d'avoir un peu plus d'ambition que toi. » Anna raccrocha. Pas avec colère, pas avec un geste brusque, mais avec cette lenteur délibérée qu'on met à fermer une porte, qu'on sait qu'on ne rouvrira pas de sitôt. Le soir même, son père appela. Anna faillit ne pas décrocher, mais quelque chose dans l'heure tardive, 22 heures passées, la poussa à répondre. Gérard n'appelait jamais aussi tard. « C'est papa. Je te dérange pas ? » ?»« Non. Ça va ? » ?»« Oui, oui. Je voulais juste prendre des nouvelles. Savoir comment tu allais. » Il y eut un silence. Anna entendit le bruit d'une porte qui se fermait, comme si son père s'isolait dans une pièce pour parler tranquillement. « Ça va, papa. Et toi ? » ?»« Ça va, » dit-il d'une voix qui disait exactement le contraire. Il ne posa aucune question sur l'entreprise. Il ne mentionna ni Léa ni Françoise. Mais juste avant de raccrocher, il murmura quelque chose qu'Anna faillit ne pas entendre. « Tu me manques. Le dimanche. » Anna resta longtemps avec le téléphone contre l'oreille après qu'il eut raccroché. Quelque chose était en train de se fissurer dans cette famille, et pour la première fois, ce n'était pas elle. Le lundi suivant, Anna fit quelque chose qu'elle repoussait depuis 2 ans. Elle ouvrit le site de l'Université de Nantes, remplit le formulaire d'inscription pour une formation certifiante en contrôle de gestion stratégique et paya les 850 € de frais avec l'argent qu'elle mettait de côté chaque mois depuis qu'elle avait obtenu son poste chez Bréjon. 850 € qui auraient pu servir à autre chose. Mais Anna avait décidé que cette autre chose, désormais, ce serait elle. Elle n'en parla à personne, sauf à Mathilde, qui leva son café comme un toast. « Il était temps, » dit-elle. « Tu es la meilleure contrôleuse de gestion de cette boîte, et tu es la seule à ne pas le savoir. » Anna sourit, à moitié. Elle avait passé tellement d'années à être compétente en silence qu'elle ne savait plus si elle était modeste
ou simplement habituée à ce que personne ne la remarque. La formation avait lieu 2 soirs par semaine, le mardi et le jeudi, dans un bâtiment moderne près du jardin des plantes. Anna s'y rendait directement après le bureau, avec un sandwich avalé dans la voiture et un thermos de café posé sur le siège passager. Les cours étaient denses, techniques, exigeants. Pour la première fois depuis longtemps, Anna devait se concentrer sur autre chose que les bilans de Bréjon et le silence de sa famille. Ça faisait du bien, cette fatigue-là. C'était une fatigue choisie. Au bureau, les choses bougèrent aussi. Le directeur financier, M. Verdier, un homme sec et précis qui ne complimentait jamais personne, convoqua Anna dans son bureau un mercredi matin pour lui proposer de prendre en charge un projet d'optimisation budgétaire sur 3 filiales du groupe. C'était un dossier complexe, le genre de mission qu'on confiait d'habitude à des consultants externes ou à des cadres plus anciens. « J'ai regardé votre travail sur les écarts du trimestre dernier », dit-il en tapotant un stylo contre son bureau. « C'était propre, rigoureux, bien structuré. Je pense que vous êtes capable de gérer ça. » Anna accepta sans hésiter. Elle avait toujours eu ce réflexe de dire oui quand quelqu'un lui faisait confiance, parce que ça arrivait si rarement qu'elle ne voulait pas gâcher l'occasion. Les semaines qui suivirent furent intenses. Anna travaillait sur le projet le jour, suivait sa formation le soir et rentrait chez elle vers 22h avec les yeux qui brûlaient et l'impression étrange d'être en train de construire quelque chose de solide. Elle ne pensait presque plus à sa famille. Presque. Parce que le silence, lui, était devenu total. Après l'appel de son père, plus rien. Pas un message de Françoise, pas un appel de Léa, pas même une de ces photos de groupe que sa mère envoyait parfois le dimanche soir, celle du dessert ou du jardin, comme pour dire « Regardez comme on est bien ». Rien. Comme si Anna avait cessé d'exister le jour où elle avait quitté la table. Un jeudi soir, en sortant de la formation, elle s'assit sur un banc du jardin des plantes et regarda son téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. L'écran était vide, propre, parfaitement silencieux, et Anna se demanda si c'était ça, la liberté, ou si c'était juste une autre forme d'abandon. Elle pensa à appeler son père. Juste lui, pas sa mère, pas Léa. Juste Gérard et sa voix lente et ses silences qui disaient plus que tous les discours de Françoise. Elle ouvrit ses contacts, trouva son numéro, resta le pouce au-dessus de l'écran pendant 10 secondes, puis rangea le téléphone dans sa poche. Non. Si quelqu'un devait appeler, ce n'était pas elle. Pas cette fois. Le vendredi suivant, M. Verdier la convoqua de nouveau. Anna crut un instant qu'il y avait un problème avec le projet. Mais quand elle entra dans son bureau, il se leva et lui tendit un document. « Votre première analyse sur la filiale de Cholet est excellente. Le directeur général l'a lue ce matin. Il veut que vous présentiez vos recommandations au comité de direction le mois prochain. » Anna prit le document et le serra entre ses mains sans savoir quoi répondre. Personne ne lui avait jamais demandé de présenter quoi que ce soit devant un comité de direction. Elle était celle qui préparait les chiffres pour que d'autres les présentent. « Merci, » dit-elle. « Ne me remerciez pas. C'est votre travail qui parle. » En sortant du bureau, Anna croisa Mathilde dans le couloir. Elle devait avoir une expression particulière, parce que Mathilde s'arrêta net. « Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que quelqu'un vient de me dire que je valais quelque chose. » Mathilde sourit. « Bienvenue. On t'attendait. » Ce soir-là, seule dans son appartement, Anna mangea un repas simple devant la fenêtre ouverte et écouta les bruits du quartier. Pour la première fois depuis le dimanche du rôti, elle ne se sentit pas vide. Pas heureuse non plus, pas encore. Mais quelque chose avait bougé à l'intérieur, comme une pièce qu'on déplace dans une maison qu'on réarrange. Elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait le résultat final, mais elle savait qu'elle était en train de le construire, et elle le construisait seule. Le message arriva un samedi matin, à 7h12, alors qu'Anna préparait son café dans la cuisine. L'écran de son téléphone s'alluma sur le comptoir et elle lut les mots de sa mère sans y toucher, comme on lit une affiche derrière une vitre. Elle nous mène à la faillite. Au secours, Anna. Rappelle-moi s'il te plaît. Anna posa la cafetière, s'assit à la table et relut le message. 3 phrases. Pas de bonjour, pas de ma chérie cette fois. Juste la panique brute d'une femme qui découvrait que le mur contre lequel elle s'appuyait depuis 2 mois venait de s'effondrer. Elle ne rappela pas.
Pas tout de suite. Elle but son café lentement, debout devant la fenêtre, en regardant les toits des hauts pavés se découper sur le ciel pâle de mai. Quelque chose bougeait dans sa poitrine, un mélange acide de satisfaction et de douleur qu'elle n'arrivait pas à séparer. Elle avait eu raison. Elle avait su, dès le dimanche du rôti, dès le sourire confiant de Léa, dès le silence de son père, que ça finirait comme ça. Et avoir raison ne rendait pas les choses plus faciles. C'est Gérard qui appela en fin de matinée. Sa voix était différente de celle du dernier appel, plus basse, plus lente, chargée de cette fatigue particulière des gens qui portent un poids trop lourd depuis trop longtemps sans le dire à personne. « Anna, il faut que je te parle. Pas au téléphone. Est-ce que tu peux venir ?» Elle hésita. « C'est grave ?»« C'est grave. » Anna prit sa voiture et roula jusqu'à Bouffay. Quand elle arriva, son père l'attendait seul dans le jardin, assis sur le banc en fer forgé où il passait ses dimanches d'été autrefois. Françoise n'était pas là. Léa non plus. Gérard parla pendant 20 minutes. Il parla comme un homme qui vide un sac qu'il aurait dû vider bien avant, sans s'arrêter, sans lever les yeux, en fixant ses mains posées sur ses genoux. Léa avait renvoyé Bertrand, le comptable qui travaillait avec lui depuis 18 ans, en le remplaçant par un ami à elle qui ne connaissait rien à la comptabilité du bâtiment. Elle avait engagé des travaux dans la maison, une nouvelle cuisine, une salle de bain refaite entièrement, sans demander de devis ni comparer les artisans. Elle avait perdu 2 clients fidèles, les Morin et les Chabrier, parce qu'elle avait modifié des contrats sans les prévenir et répondu sèchement quand ils s'étaient plaints. Et les économies que les parents avaient mises de côté, 23 000 € accumulés en 15 ans, il en restait moins de 6 000. L'entreprise a 3 mois de trésorerie, peut-être 4 si on ne paie pas les fournisseurs en retard. Après, c'est fini. Anna écouta sans l'interrompre. Chaque détail confirmait ce qu'elle avait pressenti, mais l'entendre de la bouche de son père, avec cette voix cassée et ses épaules affaissées, ne provoquait aucun triomphe, juste une tristesse profonde, celle de voir un homme de 62 ans assis dans son propre jardin, incapable de protéger ce qu'il avait construit. « Pourquoi tu n'as rien dit avant ?» demanda-t-elle. Gérard leva enfin les yeux. Il y avait dedans quelque chose qu'Anna n'avait jamais vu. Pas de la colère, pas de la honte, mais une sorte de résignation épuisée. Parce que ta mère y croyait. Et quand ta mère croit à quelque chose, tu sais comment c'est. Oui, Anna savait. Elle rentra chez elle en fin d'après-midi, prit son téléphone et ouvrit le message de sa mère. Elle tapa sa réponse lentement, en pesant chaque mot, puis appuya sur « Envoyer ». « Elle est 100 fois meilleure que moi », demande-lui. Puis elle posa le téléphone sur la table de la cuisine, face contre le bois, et ne le regarda plus de la soirée. Pour la première fois depuis le dimanche du rôti, le silence entre elle et sa famille n'était plus subi. C'était elle qui l'imposait, et la différence changeait tout. Anna tint 5 jours. 5 jours pendant lesquels elle se répéta qu'elle avait fait ce qu'il fallait, que sa réponse était juste, que ce n'était pas à elle de réparer ce qu'on lui avait refusé le droit de protéger. 5 jours pendant lesquels l'image de son père assis sur le banc du jardin, les épaules affaissées et la voix cassée, revenait chaque soir comme une dette qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Le 6e jour, elle prit sa voiture et retourna à Bouffay. La maison était silencieuse. Pas le silence paisible des dimanches d'autrefois, quand Gérard lisait son journal au salon et que Françoise préparait le repas en fredonnant, mais un silence lourd, épais, celui des endroits où quelque chose est en train de mourir. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Anna poussa et entra. Françoise était assise à la table de la cuisine, seule, devant une tasse de café qu'elle ne buvait pas. Elle portait un pull gris qu'Anna ne lui connaissait pas, un pull trop grand, qui la faisait paraître plus petite qu'elle n'était. Quand elle leva les yeux et vit sa fille dans l'encadrement de la porte, son visage ne s'éclaira pas. Il se décomposa. « Anna », murmura-t-elle. Anna s'assit en face de sa mère, à la place qu'elle occupait depuis toujours, la 3e chaise, celle qui coinçait contre le radiateur. Elle ne retira pas son manteau. Elle ne voulait pas s'installer. Elle voulait comprendre. « Papa m'a tout raconté », dit-elle. « L'entreprise, les économies, les clients perdus, tout. » Françoise ferma les yeux un instant, comme si chaque mot était un coup qu'elle encaissait. « Je sais. Alors explique-moi. Pas l'entreprise, pas l'argent.
Je m'en fiche de l'argent. Explique-moi pourquoi elle. Pourquoi c'est toujours elle? Le silence dura si longtemps qu'Anna crut que sa mère n'allait pas répondre. Françoise regardait ses mains posées autour de la tasse. Ses mains qui avaient tenu 2 bébés, nourri 2 filles, signé 2 carnets scolaires chaque trimestre pendant 18 ans, et qui tremblaient maintenant comme celle d'une femme bien plus vieille qu'elle ne l'était. « Tu veux la vérité ? J'ai 34 ans. Je crois que j'ai le droit. » Françoise leva enfin les yeux. Il y avait dedans quelque chose qu'Anna n'avait jamais vu. Pas l'assurance tranquille de la mère qui décide et qui tranche, mais une fragilité nue, presque insupportable. « Léa est née à 7 mois, dit-elle. 1200 grammes. On l'a mise en réanimation néonatale pendant 6 semaines. 6 semaines où ton père et moi, on allait la voir chaque jour derrière une vitre, branchée à des machines, si petite qu'on aurait pu la tenir dans une main. Les médecins nous ont dit 3 fois qu'elle ne passerait peut-être pas la nuit. Anna connaissait cette histoire. Elle l'avait entendue enfant, racontée toujours de la même façon, comme une anecdote familiale. Léa était née en avance. Léa avait été fragile. Léa s'en était sortie. Mais ce soir, dans la lumière grise de la cuisine, l'histoire avait un autre poids. Le jour où on l'a ramenée à la maison, poursuivit Françoise, je me suis fait une promesse, que je la protégerais toujours, que je lui donnerais toujours un peu plus, pour compenser ce qu'elle avait subi, pour compenser cette fragilité qu'elle porterait toute sa vie. Et avec le temps, cette promesse est devenue une habitude, et l'habitude est devenue un aveuglement. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle reprit, plus bas. Toi, tu étais forte. Tu marchais à 10 mois, tu lisais à 5 ans, tu ne pleurais presque jamais. Tu étais tellement solide que je me suis dit que tu n'avais pas besoin de moi de la même façon, que tu te débrouillerais toujours. Alors je t'ai laissé te débrouiller, Anna. Année après année, je t'ai laissé te débrouiller. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main. Je savais que tu étais plus compétente que Léa. Je l'ai toujours su. C'est justement pour ça. Parce que tu étais capable. Je me suis autorisée à te négliger. C'est impardonnable. Je le sais. Anna ne bougeait pas. Elle sentait les larmes monter, mais elle les retenait, pas par fierté cette fois, mais parce que si elle commençait à pleurer maintenant, elle ne savait pas si elle pourrait s'arrêter. 34 ans de questions venaient de trouver leur réponse, et la réponse était pire que le silence. Elle n'avait pas été rejetée par méchanceté. Elle n'avait pas été rejetée par erreur. Elle avait été rejetée parce qu'elle était forte, et cette force que tout le monde admirait était exactement ce qui lui avait coûté l'amour de sa mère. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» dit Anna d'une voix qu'elle ne reconnut pas. « C'est que tu avais raison. Je me suis débrouillée. J'ai toujours fait ce qu'il fallait, toute seule, sans rien demander. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'attendais que tu me voies. Chaque bonne note, chaque promotion, chaque loyer payé à l'heure, c'était pour que tu me regardes et que tu dises quelque chose. Mais tu ne regardais jamais. » Françoise baissa la tête et pleura. Pas les larmes discrètes et contrôlées qu'Anna lui connaissait, mais des sanglots profonds qui la secouaient tout entière, comme si quelque chose se brisait en elle qui aurait dû se briser bien avant. Anna se leva. Elle ne serra pas sa mère dans ses bras. Pas encore. C'était trop tôt, trop frais, trop douloureux. Mais avant de sortir de la cuisine, elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte et dit une seule chose. « Je ne suis pas venue pour Léa, et je ne suis pas venue pour l'entreprise. Je suis venue pour savoir si ma mère m'aimait. Maintenant je sais. » Elle sortit de la maison et marcha jusqu'à sa voiture. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait la vérité, et la vérité, même quand elle fait mal, c'est toujours mieux qu'un silence. Anna passa 3 jours sans parler à personne de ce que sa mère lui avait dit. Elle allait au bureau, suivait sa formation, rentrait chez elle, préparait son dîner, et chaque soir, assise à la table de sa cuisine, elle reprenait les mots de Françoise un par un, comme on retourne les pièces d'un puzzle qu'on ne sait pas encore comment assembler. « Je savais que tu étais plus compétente. C'est justement pour ça. » C'était une phrase qui changeait tout et qui ne changeait rien. Elle expliquait 34 ans de solitude, mais elle ne les effaçait pas. Comprendre pourquoi on a été blessé ne guérit pas la blessure, ça donne juste un nom à la douleur. Le 4e jour, elle retrouva Mathilde après le travail dans leur restaurant habituel, près de Bouffy. Elles commandèrent 2 verres de blanc, et Anna raconta tout. La visite à la maison,
la cuisine grise, le pull trop grand de sa mère, la confession sur la naissance de Léa, et cette phrase terrible qui résumait toute son enfance en une seule vérité, on l'avait laissée se débrouiller parce qu'on savait qu'elle en était capable. Mathilde l'écouta sans l'interrompre, ce qui était rare. Quand Anna eut fini, elle posa son verre et la regarda avec cette franchise directe qui faisait d'elle une amie irremplaçable. « Et maintenant, tu vas faire quoi ? » ?»« Je ne sais pas. »« Tu mens. Tu sais exactement ce que tu vas faire, tu as juste peur de le dire à voix haute. » Anna sourit malgré elle. Mathilde avait raison. Quelque part dans le désordre de ces 3 jours de silence, une décision s'était formée, pas comme un éclair mais comme une marée, lente, progressive, impossible à arrêter. « Je vais les aider, » dit-elle, « mais pas comme avant. Pas comme la fille qu'on appelle quand tout va mal et qu'on oublie quand tout va bien. Si je fais ça, ce sera à mes conditions, et ils devront accepter chacune d'entre elles. » Le lendemain matin, avant d'aller au bureau, Anna appela Bertrand Morel, l'ancien comptable que Léa avait renvoyé 2 mois plus tôt. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais son père en avait parlé pendant des années comme d'un homme fiable et méthodique, le genre de personne qui ne hausse jamais la voix, mais qui ne se trompe jamais non plus. Bertrand décrocha à la 2e sonnerie. Quand Anna se présenta comme la fille de Gérard, il y eut un silence, puis un soupir. « Je me demandais quand quelqu'un allait m'appeler, » dit-il. « Votre père est un homme bien. Ce qui arrive à son entreprise, ce n'est pas juste. » Anna lui demanda un bilan honnête de la situation. Bertrand n'édulcora rien. La trésorerie était critique, mais pas morte. 2 clients étaient en partie, mais les 3 autres restaient fidèles à Gérard et reviendraient si on les rappelait correctement. Les travaux dans la maison avaient englouti une part des économies, mais la structure de l'entreprise était encore saine, à condition d'agir vite. En résumé, 2 mois de travail rigoureux suffiraient à stabiliser la situation, 3 pour la redresser vraiment. « Mais il faut que votre sœur sorte de la gestion », ajouta Bertrand. « Ce n'est pas une question de méchanceté, elle n'est simplement pas faite pour ça. Certaines personnes ne sont pas faites pour certaines choses, et il n'y a pas de honte à le reconnaître. » Anna raccrocha avec une feuille couverte de notes et une clarté qu'elle n'avait pas eue depuis le dimanche du rôti. Les chiffres ne m'entenaient pas. La situation était mauvaise, mais récupérable, à condition que quelqu'un prenne les décisions que personne n'avait voulu prendre. Ce soir-là, dans son appartement, Anna s'assit à sa table et écrivit ses conditions sur une feuille de papier. Pas sur un ordinateur, pas dans un document professionnel, mais à la main, au stylo bleu, parce que ce n'était pas un dossier de travail, c'était une lettre qu'elle s'écrivait à elle-même. 4 points, 4 lignes, 4 choses non négociables. Elle plia la feuille, la glissa dans son sac et éteignit la lumière. Demain, elle retournerait à bouffer. Mais cette fois, ce ne serait pas pour écouter. Ce serait pour parler. Anna arriva à bouffer un dimanche matin, à 10h. Elle avait choisi un dimanche exprès, parce que c'était un dimanche que tout avait commencé et qu'il y avait une justesse à boucler les choses le même jour de la semaine. Elle portait son tailleur gris du bureau, pas par formalité, mais parce qu'il lui donnait une assurance qu'elle n'était pas certaine de posséder sans lui. Françoise avait mis la table. 4 couverts, le plat au centre, les verres alignés comme autrefois. Anna comprit que sa mère avait voulu recréer un dimanche normal, une parenthèse où tout redeviendrait comme avant, et cette tentative maladroite lui serra le cœur plus qu'elle ne l'aurait voulu. Gérard était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. Léa était assise à sa place habituelle, les bras croisés, le menton relevé, avec cet air de défi qu'elle prenait chaque fois qu'elle sentait qu'on allait la remettre en question. Personne ne parlait. Anna ne s'assit pas. Elle resta debout au bout de la table, posa son sac sur la chaise et sortit la feuille pliée de la veille. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait chaque mot. Je suis venue parce que papa m'a demandé de l'aide et parce que maman m'a dit la vérité. Pas parce que j'ai oublié ce qui s'est passé il y a 2 mois à cette même table. Alors voilà ce que je propose. Et ce n'est pas négociable. Léa ouvrit la bouche pour parler. Anna leva la main. Premièrement, Léa sort de la gestion de l'entreprise. Immédiatement. Ce n'est pas une punition, c'est un constat. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui sait lire un bilan et traiter avec des fournisseurs. Ce n'est pas toi, Léa. Ce n'est pas une honte, mais c'est un fait. Deuxièmement,
Bertrand Morel revient comme comptable. C'est lui qui gérera le quotidien avec papa. Moi, je superviserai la restructuration à distance, 2 heures par semaine, pendant 6 mois. En tant que consultante, pas en tant que fille obéissante. Troisièmement, papa et maman reconnaissent, ici, maintenant, devant Léa, que je suis compétente. Pas meilleure, pas supérieure, compétente. Et que ce qui s'est passé il y a 2 mois était injuste. Quatrièmement, maman me présente des excuses. Pas pour avoir aimé Léa davantage. Ça, je peux le comprendre. Mais pour m'avoir dit, devant toute la famille, que ma sœur était 100 fois meilleure que moi. Ça, je ne l'accepte pas. Le silence qui suivit fut si dense qu'Anna entendit le tic-tac de l'horloge du salon à travers le mur. Gérard n'avait pas bougé de la fenêtre. Françoise fixait la nappe. Léa serrait les mâchoires. Ce fut Léa qui rompit le silence, évidemment. « Tu profites de la situation », dit-elle d'une voix blanche. « Tu attendais ça depuis le début. Que je me plante pour pouvoir revenir en sauveur et humilier tout le monde. Je n'humilie personne, Léa. Je pose des conditions pour aider une entreprise que tu as mise en danger en 2 mois. Si tu veux appeler ça de l'humiliation, c'est ton choix. » Léa se tourna vers sa mère. « Tu vas la laisser me parler comme ça ? C'est moi qui ai tout pris en charge pendant qu'elle boudait dans son coin. C'est moi qui ai essayé de moderniser la boîte, qui ai pris des risques, qui ai fait des choix. Et maintenant elle débarque avec sa petite liste et tout le monde applaudit ?» Françoise ne répondit pas. Elle avait les yeux rouges et les mains jointes devant elle, dans cette posture qu'Anna reconnaissait maintenant comme celle d'une femme qui n'avait plus d'excuses à donner. C'est Gérard qui parla. Sa voix était calme, plus calme qu'Anna ne l'avait entendue depuis des semaines. Et cette calme-là avait le poids des choses qu'on a retenues trop longtemps. « Ta sœur a raison, Léa. On s'est trompé. Ta mère et moi, on s'est trompé. On t'a donné quelque chose que tu n'étais pas prête à porter et on a mis de côté la seule personne qui pouvait le faire. C'est notre faute, pas la tienne et pas celle d'Anna. Mais maintenant, il faut réparer. » Anna regarda son père. C'était la première fois en 34 ans qu'il prenait sa défense à voix haute. Et ces quelques mots, prononcés devant sa mère et sa sœur dans la cuisine de Bouffé, valaient plus que toutes les promotions du monde. Françoise se leva lentement. Elle fit le tour de la table, s'arrêta devant Anna et la regarda dans les yeux. Ses lèvres tremblaient. « Je te demande pardon, Anna, pour cette phrase, pour toutes les années où je ne t'ai pas vue. Tu méritais mieux, et je ne te l'ai pas donné. » Anna hocha la tête. Elle ne serra pas sa mère dans ses bras. Pas encore. Mais elle ne recula pas non plus. C'était un début. Léa se leva d'un coup, repoussa sa chaise et attrapa sa veste sur le dossier. « Vous êtes pathétiques, » dit-elle. Tous les 3. Elle sortit en claquant la porte. Le bruit résonna dans toute la maison, puis le silence revint, différent cette fois, plus léger, comme si quelque chose de lourd venait de quitter la pièce. Gérard regarda Anna. « Elle reviendra ?» Anna haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais ce n'est plus à moi de courir après les gens qui ne veulent pas qu'on les aide. » Elle s'assit enfin à la table. Sa mère lui servit un café sans rien dire. Et pour la première fois depuis le dimanche du rôti, Anna but quelque chose dans cette cuisine, sans avoir l'impression d'être invisible. 6 mois passèrent, et les choses ne redevinrent pas comme avant. Elles devinrent mieux. L'entreprise de Gérard survécut. Pas grâce à un miracle, pas grâce à un client providentiel ou une somme d'argent tombée du ciel, mais grâce à ce que les miracles ne remplaceront jamais, le travail patient de gens compétents qui font ce qu'il faut au moment où il faut. Bertrand Morel reprit la comptabilité dès la première semaine, rappela les Morin et les Chabrier avec cette courtoisie ferme des hommes qui savent que les relations commerciales sont d'abord des relations humaines, et en moins de 2 mois, les 2 clients étaient revenus. Anna supervisa la restructuration à distance, comme promis. 2 heures chaque samedi matin par téléphone avec Bertrand et son père. Des conversations précises, sans détour, où les chiffres disaient la vérité que les sentiments avaient cachés pendant des années. La trésorerie se stabilisa en avril, les dettes fournisseurs furent soldées en juin, et en septembre, pour la première fois depuis le départ de Léa, l'entreprise afficha un bénéfice modeste mais réel. Gérard ne remercia jamais Anna avec de grands mots. Ce n'était pas son genre. Mais un samedi de juillet, à la fin de leur appel hebdomadaire, il dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit en 34 ans. « Je suis fier de toi, Anna. Je l'ai toujours été. J'aurais dû te le dire avant. »
Anna nota la date dans un coin de sa tête. Certaines phrases méritent qu'on se souvienne du jour exact où elles ont été prononcées. Au bureau, les choses avaient changé aussi. La présentation devant le comité de direction s'était bien passée, suffisamment bien pour que M. Verdier propose à Anna le poste de responsable du contrôle de gestion quand le titulaire partait à la retraite en octobre. Une augmentation de 400 € par mois, un bureau individuel au 2e étage, et surtout, pour la première fois de sa carrière, un titre qui reflétait ce qu'elle faisait réellement depuis des années. Mathilde organisa un apéritif au bureau le jour de la nomination, avec du champagne bon marché et un discours improvisé qui fit rire tout le monde et pleurer Anna, parce que Mathilde avait ce talent rare de dire la vérité avec tant d'humour qu'on ne réalisait sa profondeur qu'une fois les rires terminés. Les dimanches reprirent. Pas tous. Un par mois, parfois 2, quand Anna en avait envie et que le temps le permettait. Françoise avait cessé de mettre 4 couverts par défaut. Elle appelait Anna le jeudi pour demander si elle viendrait, et quand Anna disait non, elle répondait d'accord sans insister. C'était un changement minuscule en apparence, mais Anna savait ce qu'il avait coûté à une femme qui avait passé sa vie à décider pour les autres. Françoise apprenait, lentement, maladroitement, à respecter les limites de sa fille aînée, et cet apprentissage tardif était peut-être la preuve d'amour la plus sincère qu'elle lui ait jamais donnée. Un dimanche d'octobre, en débarrassant la table après le repas, Françoise posa la main sur le bras d'Anna et dit très bas, comme si les mots lui coûtaient encore un effort immense, « Je suis fière de toi. Je ne te l'ai jamais dit et j'aurais dû te le dire chaque jour. » Anna sourit. Pas le sourire poli qu'elle réservait aux dimanches d'autrefois, mais un sourire vrai, celui d'une femme qui a cessé d'attendre la permission d'être heureuse. « Merci maman. » C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Léa ne revint pas à l'entreprise. Elle trouva un poste de commercial dans une agence immobilière du centre-ville. Un métier qui convenait à son énergie, à son assurance, à son besoin d'être vue. Les rapports entre les 2 sœurs restèrent distants. Pas hostiles, pas glaciales, juste distants. Comme 2 rives d'un fleuve qui coulent dans la même direction sans jamais se toucher. Léa n'avait toujours pas présenté d'excuses. Peut-être qu'elle le ferait un jour. Peut-être pas. Anna avait décidé que ce n'était plus son problème. On ne peut pas forcer quelqu'un à reconnaître ses torts. On peut seulement décider combien de place on leur laisse dans sa vie. Un soir de novembre, Anna rentra chez elle après un dimanche à bouffer. Elle accrocha son manteau, prépara une tisane et s'installa près de la fenêtre de son appartement des Hautes-Pavées. Les toits de Nantes brillaient sous la pluie fine et les réverbères dessinaient des cercles dorés sur les pavés mouillés. Son téléphone vibra. Un message de Françoise. « Merci pour tout, Anna. » 3 mots. Pas d'explication, pas de justification, pas de récit. Juste 3 mots qui pesaient plus lourd que toutes les phrases que sa mère avait prononcées en 34 ans. Anna sourit. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa le téléphone sur la table, but une gorgée de tisane et regarda la pluie tomber sur Nantes. Il y a des gens qui attendent toute leur vie qu'on les reconnaisse, et cette attente les consume comme un feu lent qui ne s'éteint jamais. Anna avait failli être de ceux-là. Elle avait failli passer sa vie entière à courir après un regard, une phrase, un geste de sa mère qui n'arrivait jamais. Et puis un dimanche de mars, assise à une table de cuisine devant un rôti qu'elle n'avait pas fini, elle avait compris quelque chose de simple et de terrible à la fois. On ne peut pas obliger les gens à voir notre valeur, mais on peut, soi-même, cesser de la nier. Elle n'était pas 100 fois meilleure que Léa. Elle n'avait jamais voulu l'être. Elle était Anna, contrôleuse de gestion, fille aînée, femme debout. Et cela suffisait. Cela avait toujours suffi. Elle reprit son téléphone et tapa 2 mots. « Bonne nuit, maman ». Puis elle éteignit la lumière, et pour la première fois depuis très longtemps, le silence de son appartement ne ressemblait plus à un abandon. Il ressemblait à la paix.